Cliff Richard a aimé une femme pendant 50 ans. Elle a épousé son meilleur ami, puis s'est mariée avec quelqu'un d'autre, avant de mourir dans ses bras. Il n'a jamais épousé personne, n'a jamais eu d'enfant, a simplement continué à chanter tout en cachant le plus grand chagrin d'amour de l'histoire de la musique britannique. Lorsque la police a fait une descente à son domicile en 2014, elle n'a pas été la première à le détruire. La BBC avait déjà conclu un accord secret. Les allégations étaient mensongères, mais les dégâts étaient réels. Il a perdu du poids, il a eu un zona. Il n'arrivait pas à dormir. Il disait que sa propre maison était contaminée. L'homme qui remplissait autrefois le stade de Wembley avait désormais peur de sortir de chez lui. Le 14 octobre 1940, au King George's Hospital de Lucknow, en Inde-Britannique, Harry Roger Webb est arrivé dans un monde qui tremblait déjà sous le poids de la guerre et de la Révolution. La Seconde Guerre mondiale fait rage. Les manifestations pour l'indépendance de l'Inde sont en pleine ébullition. En 1946, des émeutes éclatent lors de la journée d'action directe et des familles britanniques commencent à fuir la colonie. Parmi elles, Les Webb. Le père de Harry travaillait dans le système colonial, mais en 1948, il était clair que l'Empire s'effondrait. Ils sont donc partis, non pas en voiture ou en avion, mais sur un bateau lent et bondé qui traversait l'océan Indien. Le SS Raunchy était leur canot de sauvetage. Pendant 3 longues semaines, il a transporté des centaines de familles britanniques, quittant toutes le seul foyer qu'elles avaient connu. Ils sont passés des serviteurs et du soleil au rationnement et au ciel gris. L'Angleterre était froide et se remettait encore de la guerre. Les Webb se sont retrouvés dans une petite maison à Carshalton, dans le Surrey. Fini les grandes chambres et les soirées chaleureuses. Les débuts ont été difficiles pour un garçon qui avait vécu dans le confort, mais cela l'a endurci. Ce voyage a semé quelque chose en lui, un besoin de se prouver, de faire quelque chose de plus grand de cette nouvelle vie étrange. Et bientôt, Harry Webb disparaît. Un homme nommé Harry Greatorex surveillait de près la situation. Il gérait les talents et était à l'affût des tendances. Il a dit à Harry, « Tu as besoin d'un nom qui sonne comme du rock. » Cliff, a-t-il suggéré. Fort. Britannique. Solid. Comme une falaise. Puis vint Richard, un hommage à Little Richard, la star américaine du rock endiablé. Harry Webb n'est plus. Cliff Richard est né. Il n'a pas seulement changé de nom, il a changé la musique britannique. Le 29 août 1958, une chanson intitulée Move It est sortie. Elle sonnait brute. Fort et rebelle. Rien à voir avec la pop propre et polie de l'époque. Cliff n'avait que 18 ans. La chanson a atteint la 2e place des charts britanniques et a déclenché une onde de choc. Pour la première fois, les adolescents britanniques avaient leur propre rockstar. Ils ne copiaient pas l'Amérique. Ils créaient quelque chose de nouveau. Cette chanson a ouvert la voie à tous ceux qui ont suivi. Les Beatles, les Stones et bien d'autres encore. Mais il n'y avait pas que la musique. Il y avait aussi la manie. Lorsque Cliff est parti en tournée la même année, la Grande-Bretagne est devenue folle. Les filles criaient, pleuraient et s'évanouissaient. Les garçons l'ont détesté pour avoir volé la vedette. Les agents de sécurité n'ont pas pu retenir la foule. C'était un chaos digne d'Elvis. Mais c'était à Londres, à Manchester et à Leeds. Cela ne s'était jamais produit ici auparavant. On l'a appelé l'hystérie des falaises. Les journaux ont adoré. Les maisons de disques aussi. En 1959, la folie redouble. Cliff sort Living Doll. Il n'en avait même pas envie. Il trouvait la chanson trop douce, trop fausse. Je l'ai détestée, a-t-il dit à son producteur. Mais le groupe l'a transformée en une ballade lente de style country. La chanson est numéro 1 et le reste pendant 6 semaines, se vendant à 770 000 exemplaires. Il a reçu un disque d'argent en novembre. En janvier, il avait déjà une médaille d'or. Puis vient Travelin' Light, un autre numéro 1, 5 semaines de plus au sommet. À eux deux, Cliff a vendu plus d'1 million de disques. Personne d'autre en Grande-Bretagne n'avait fait cela auparavant. Hollywood ne vient l'appeler. En 1959, Cliff apparaît dans un film sombre et dramatique intitulé Serious Charge. Ce n'est pas un film léger. Il y est question d'homosexualité, de fausses accusations et de lourdes questions morales.
Cliff n'avait que 19 ans et tout le monde a été choqué qu'il signe. Un an plus tard, il joue dans Expresso Bongo, un film satirique qui se moque de l'industrie musicale. Grâce à ses rôles, Cliff a montré qu'il n'était pas seulement une idole des jeunes. Il voulait agir grandir, être plus qu'un chanteur. Les pop stars britanniques n'avaient jamais fait cela auparavant. Puis vinrent les vacances d'été. Le 10 janvier 1963, le film est présenté pour la première fois à Londres. 3000 fans envahissent Leicester Square. Cliff n'a même pas pu sortir de sa voiture. Ce soir-là, il a manqué sa propre première. Mais cela n'a pas eu d'importance. La bande originale a atteint la première place du classement des albums au Royaume-Uni avant même que le film ne sorte en salle dans tout le pays. Elle y est restée pendant 14 semaines consécutives. Plusieurs chansons du film ont atteint la première place. The Next Time, Bachelor Boy, Summer Holiday. Même l'instrumental de The Shadow, Foot Tapper, a atteint la première place. Le film a été le deuxième plus grand succès du box-office britannique en 1963, juste derrière From Russia with Love. Cette même année, Cliff a été élu star de cinéma la plus populaire du Royaume-Uni, mais les Beatles sont arrivés. La plupart des gens pensaient que Cliff serait mis de côté. Pourtant, en 1964, en plein cœur de la Beatlemania, Cliff a sorti 6 tubes classés dans le top 10. Les Beatles n'en ont eu que 5. 16 chansons, telles que Constantly, On the Beach, and I Could Easily Fall, In Love with You, l'ont maintenu sous les feux de la rampe. Même lorsque les Beatles révolutionnaient de la musique et prenaient d'assaut l'Amérique, Cliff tenait bon à la maison. La bataille était réelle. Son film, Summer Holiday, et le film des Beatles, A Hard Day's Night, s'affrontent dans les salles de cinéma du pays. Tous deux ont battu des records. Mais le public britannique n'a pas oublié qui était arrivé en premier. Même Paul McCartney l'a admis. Il a dit un jour que les Beatles étaient partis à Hambourg parce que Cliff avait tout prévu en Grande-Bretagne. Et John Lennon l'a dit clairement. Haven't Cliff Richard it move it. Rien ne valait la peine d'être écouté en Angleterre. En 1965, une chose vraiment inattendue s'est produite. Le New Musical Express a organisé un sondage mondial auprès de ses lecteurs. On a demandé aux fans d'élire le meilleur chanteur masculin du monde. Cliff a battu Elvis. Il a battu Lennon. Il a battu McCartney. Cette année-là, les Beatles sortent Help et Rubber Soul. Elvis continuait à faire salle comble partout. Mais Cliff a gagné, parce que même si le monde changeait autour de lui, Cliff a continué à évoluer. Il n'a pas essayé de ressembler aux Beatles. Il n'a pas couru après les tendances. Il a su trouver un équilibre entre les ballades pop, les films respectueux de la foi et un charme authentique. Il était cohérent. Et pour les fans du monde entier, c'est important. Il était leur rock avant l'invasion britannique et bien après. En juin 1966, il s'est passé quelque chose que personne dans le monde de la musique n'a vu venir. À Earl's Court, Cliff Richard est monté sur scène non pas pour chanter, mais pour se tenir aux côtés de l'évangéliste américain Billy Graham et annoncer à des milliers de personnes qu'il était devenu chrétien. Il ne s'agissait pas seulement d'une décision personnelle discrète. Il s'agissait d'un témoignage public audacieux diffusé dans tout le pays. Les fans qu'il connaissait comme une version britannique d'Elvis ou de Little Richard sont restés abasourdis. Certains ont pleuré, d'autres sont restés incrédules. L'homme qu'ils aimaient pour son énergie rebelle a pris un tournant auquel ils ne s'attendaient pas. Mais ce moment n'est pas le fruit du hasard. C'était la fin d'un voyage spirituel qui avait commencé 2 ans plus tôt. Pourtant, le fait de le faire devant l'immense public de Billy Graham, en plein milieu des années 60, lui confère un niveau de sérieux que personne ne peut ignorer. À cette époque, les stars du rock n'étaient pas censées parler de Dieu. Elles étaient censées se rebeller, repousser les limites et enfreindre les règles. L'annonce de Cliff allait à l'encontre de tout ce que la culture pensait qu'une icône pop devait être. Presque immédiatement, les gens vont paniquer. Certains fans pensaient que c'était la fin de sa carrière musicale. Des initiés de l'industrie ont chuchoté qu'il pourrait démissionner et devenir enseignant. Cette idée n'était pas très éloignée. Cliff lui-même a envisagé de quitter définitivement la scène.
Il s'est dit qu'il ne pouvait peut-être pas être un chrétien digne de ce nom et rester sous les feux de la rampe. Les magazines musicaux commencent à spéculer sur le nom de celui qui prendra sa place. Les agents de réservation se sont retirés. L'industrie pensait qu'on ne pouvait pas être à la fois spirituel et star. Et pendant un certain temps, Cliff n'était pas sûr de l'être non plus. Puis, quelque chose a changé. Cliff n'a pas disparu. Il est resté. Et ce faisant, il a créé quelque chose de tout à fait nouveau. Il n'a pas abandonné sa foi, ni la musique. Au contraire, il a trouvé le moyen de combiner les deux. Il est devenu la première grande pop star britannique à vivre ouvertement sa foi tout en restant dans les hit parades. Personne n'avait fait cela auparavant. Pas comme ça. Il a prouvé qu'il n'était pas nécessaire de choisir une vie plutôt qu'une autre. On peut être honnête sur ses convictions et continuer à remplir les salles de concert. Ce choix n'était pas seulement une question de survie professionnelle. Il a changé ce qu'il était. Cliff a admis plus tard que son image de rock and roll était fausse. Il n'était pas sûr de lui. Il faisait semblant. Mais après être devenu chrétien, cela a changé. Il m'a dit que ma confiance en moi s'était accrue. Mon attitude a changé. Il n'était pas important d'avoir toujours raison. La pression de jouer un rôle disparaît. Il se sentait libre d'être vrai. Cette nouvelle confiance en lui l'aide à mieux jouer. Même si les Beatles et les groupes de Mersey Beat dominent les hit parades, alors que d'autres essayaient de suivre, Cliff devenait plus fort parce qu'il se sentait enfin lui-même. Mais au milieu des années 70, la carrière de Cliff est au plus bas. En 1975, pour la première fois, aucune de ses chansons ne figure dans les hit parades. Les gens commençaient à penser que son temps était révolu. Puis vint Devil Woman. Sortie en avril 1976. La chanson est bruyante, nerveuse et plus sombre que tout ce qu'il a fait auparavant. Elle raconte une histoire étrange à propos d'un médium, d'une malédiction et d'un chat errant. Mais le plus important, c'est qu'elle était rock. Il a atteint la 9e place au U, K, et numéro 6 aux U, S, ce qui constitue son premier top 10 en Amérique. Il s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Cliff était de retour. Plus choquant encore, les fans de hard rock l'ont adopté. Jimmy Page, Eric Clapton et Elton John ont été aperçus portant des badges I'm Nearly Famous pour soutenir son album de retour. Ces légendes de la guitare ont manifesté leur respect public pour un homme qui avait été considéré comme propre sur lui et démodé. Un critique musical a même comparé le nouvel album de Cliff au meilleur travail de Marvin Gaye. Ce n'était pas seulement un retour, c'était une transformation complète. Le gamin des années 50 est désormais considéré comme un artiste rock sérieux. Il ne s'est pas arrêté là. En 1987, plus de 25 ans après le début de sa carrière, Cliff sort Always Guaranteed, un album pop moderne qui évite les synthés ringards de la décennie et sonne intemporel. Inspiré par Thriller, il fait à nouveau équipe avec Alan Tarney. Résultat, un disque de platine. Il a atteint la 5e place au U, K, où il est resté 24 semaines et s'est vendu à plus de 1,3 million d'exemplaires. 4 singles de l'album sont entrés au U, K. Certains sont même devenus argentés, se vendant à 250 000 exemplaires. Cliff a prouvé que même à la fin des années 80, il pouvait rivaliser avec les meilleurs. À Noël 1988, Cliff sort Mistletoe and Wine, une chanson de Noël douce et pleine de foi. Il l'a enregistrée en plein été, avec des guirlandes suspendues au micro. Le single a débuté à la 7e place, s'est hissé à la première place la semaine suivante et y est resté pendant 4 semaines consécutives. Il s'est vendu à 750 000 exemplaires en 6 semaines et est devenu le plus grand succès de l'année au UK, dépassant U2, Kylie Minogue et Phil Collins. En 2024, il est devenu disque de platine et rapporte encore 100 000 $ par an en droits d'auteur. Même des décennies plus tard, les gens ne s'en lassent pas. Mais l'un des moments les plus impressionnants s'est produit en mai 1989, lorsque Cliff a sorti son synthé single. Aucun autre artiste britannique n'avait jamais fait cela. Pour marquer l'occasion, il a invité 2000 fans au London Palladium. Il leur a fait écouter 6 titres inédits et leur a demandé de voter. La chanson qui est arrivée en 2e position, The Best of Me,
est celle qu'il a choisie. Elle a atteint la 2e place au UK et a été certifiée argent. Elle s'est également classée au niveau international à la 2e place en Irlande, à la 25 et place en Nouvelle-Zélande et à la 59 et place en Australie. Il ne s'agissait pas seulement d'atteindre le chiffre cent, mais de rester pertinent alors que l'industrie changeait encore et encore. Le concert de Cliff Richard au stade de Wembley en juin 1989 n'était pas un spectacle comme les autres. C'était un véritable spectacle. On l'a appelé l'événement, et il a été à la hauteur de ce nom. Wembley était plein à craquer. Des milliers de personnes ont afflué pour assister à quelque chose de plus que de la musique. C'était une machine à remonter le temps. La première partie du concert a fait revivre les années 1950. Cliff rendant hommage à l'émission télévisée Oh Boy, celle-là même qui a lancé sa carrière en 1958, Cliff ne s'est pas produit seul. Il a fait appel à The Vernon's Girls, The Dallas Boys, The Kalin Twins, des groupes qui ont jadis régné sur le rock and roll britannique. Pour les fans dans la foule, c'était comme entrer dans un jukebox vivant. Puis la deuxième partie a commencé. C'est à ce moment-là que Cliff a montré qu'il n'était pas seulement un artiste nostalgique. Il a interprété ses succès les plus récents avec une assurance qui ne pouvait venir que de quelqu'un qui avait conquis les hit parades pendant des décennies. Les caméras tournent. Le concert a été filmé de manière professionnelle et a fait l'objet d'un album live et d'une émission spéciale à la télévision. Ce n'était pas un simple concert. C'était un moment historique soigneusement préparé. La même année, en 1989, Cliff a reçu le plus grand honneur que les Brit Awards pouvaient lui décerner, les Outstanding Contribution to Music, contribution exceptionnelle à la musique. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un trophée. Cela marquait quelque chose de plus grand. Il est devenu le seul chanteur de l'histoire à avoir été numéro 1 au cours de 5 décennies consécutives. Les années 50, 60, 70, 80 et maintenant 90. À cette époque, il avait déjà sorti 5 singles. The Best of Me était le 5e, et il a fait un malheur dans les hit parades. À ce moment-là, Cliff comptait 65 succès dans le top 10 et 14 numéro 1. Personne d'autre ne s'en est approché. Un an plus tard, le 30 juin 1990, un autre grand moment s'est produit. Knebworth Park. Un grand concert de charité pour soutenir l'association Nordoff Robbins Music Therapy Charity. Cliff s'est produit avec les Shadows, mais il n'était qu'une partie d'un groupe légendaire. Paul McCartney, Elton John, Pink Floyd, Eric Clapton, Genesis et Phil Collins sont tous montés sur scène. Il pleuvait quand Tears for Fears a ouvert, mais la foule est restée, trempée et a chanté. Cliff se tient aux côtés des plus grands noms du rock et prouve, une fois de plus, qu'il est à sa place. Puis 20 décembre 1990. Une nouvelle chanson arrive sur les ondes, Savior's Day. Elle a été écrite en octobre 1989 par Chris Eaton, qui l'a présentée à Cliff lors d'une fête de Noël dans une Rolls-Royce. Cliff a écouté la démo dans la voiture et s'est dit qu'il s'agissait d'un numéro 1. Il avait raison. Le 8 décembre, le titre est entré dans les charts à la 6e place, avant de se hisser à la 3e, puis à la 2e place. Le 23 décembre, il a atteint la première place, détrônant Ice Ice Baby. La vidéo, tournée à Dirtledore et Swanage sous le soleil de septembre, montre des personnes en tenue d'hiver, transpirant tout en prétendant que c'est Noël. Mais le résultat a été magique. L'élan ne s'est pas arrêté. À la même époque, Cliff Sort Private Collection, 1979-1988, un album de grand succès. Il s'est vendu à plus de 1,2 million d'exemplaires et a été certifié multiplatine. Il est devenu le plus grand album de sa carrière. Des chansons comme We Don't Talk Anymore, vendues à près de 5 millions d'exemplaires dans le monde, ont fait résonner son nom sur toutes les radios de Grande-Bretagne. Ce n'était pas seulement de la nostalgie, il dépassait les nouvelles stars de la pop. Il était à l'avant-garde d'un secteur en pleine mutation. Mais les choses ont pris une tournure étrange. En 1999, Cliff a publié La prière du millénaire. Les radios généralistes n'ont pas aimé. BBC Radio 2 a refusé de la diffuser.
Elle a déclaré qu'elle n'avait pas d'attrait pour le grand public. Mais il jouait encore Tina Turner et Cher, toutes deux de l'âge de Cliff. Radio 1 avait déjà abandonné des groupes plus anciens comme les Beatles. Chris Evans, de Virgin Radio, a dit un jour que Cliff était trop vieux. Les DJ ont dû obtenir une autorisation spéciale pour jouer la chanson. Les fans sont furieux. Le fan club de Cliff a même protesté devant la BBC. Il avait l'impression que l'industrie lui avait tourné le dos. Mais le miracle s'est produit. Sans grande maison de disques, sans diffusion, sans machine derrière lui. The Millennium Prayer est devenu numéro 1. Pas pour une semaine. 3. Du 28 novembre au 19 décembre 1999. Il s'agit de son 14 et numéro 1 au Royaume-Uni, et 40 ans après le premier. Les fans ont acheté de nombreux exemplaires. Les églises l'ont soutenu. Ce n'était pas seulement un succès, c'était une protestation. Cliff a vaincu le système, et cela n'a pas marché qu'au Royaume-Uni. En Australie et en Nouvelle-Zélande, la chanson a atteint la 2e place. En Europe, il est entré dans le top 20 dans plusieurs pays. 3 pays lui ont accordé le statut de platine. Pas de passage important à la radio. Il n'y a pas eu de promotion intensive, juste des gens qui croyaient en la chanson. Elle a permis de récolter des fonds importants pour l'organisation caritative Children's Promise. Cliff a prouvé qu'il était possible d'avoir la foi, de collecter des fonds et de figurer en tête des hit parades. Loin de la musique, la vie personnelle de Cliff a connu ses propres intrigues. Certaines d'entre elles étaient déchirantes. En 1971, lors de son émission télévisée It's Cliff Richard, il invite une jeune chanteuse australienne, Olivia Newton-John, âgée de 22 ans, à se produire. L'alchimie entre eux est immédiate. Cliff a déclaré plus tard, « J'ai tout de suite su que c'était une amie pour la vie. » Il n'avait pas tort. Ils sont restés proches pendant plus de 50 ans. Mais ce que le monde ignorait, jusqu'à l'autobiographie de Cliff, parue en 2020, c'est qu'il était tombé amoureux d'elle. Il a écrit « Lorsque moi et beaucoup d'entre nous étions amoureux d'Olivia, elle était fiancée à quelqu'un d'autre. J'ai perdu ma chance. Cliff ne s'est jamais marié. Et il semble qu'Olivia ait laissé une marque qui ne s'est jamais estompée. Il ajoute que tous ceux qui l'ont connue ont fini par tomber amoureux d'elle. Ce qui a rendu cette histoire encore plus complexe, c'est l'identité de son fiancé, Bruce Welch, le coéquipier de Cliff dans l'ombre. Olivia a rencontré Bruce en 1968, alors qu'elle assurait la première partie du spectacle. Leur relation a été explosive dès le départ. Bruce était encore marié. Leur liaison a fait de la une des journaux. Ils se sont fiancés pendant 5 ans, mais n'ont jamais atteint l'autel. Pendant tout ce temps, Olivia travaillait en étroite collaboration avec Cliff, partait en tournée avec lui et chantait à ses côtés. Lorsqu'elle a finalement quitté Bruce en 1973, il a sombré dans la dépression et s'est même automutilé. Les rumeurs vont bon train. Personne ne l'a jamais dit à voix haute, mais le silence était assourdissant. Malgré la tempête émotionnelle, Cliff et Olivia ont continué à se produire ensemble. Pendant plus de 40 ans, ils ont chanté en duo des chansons dont les fans se souviennent encore. Leur tube de 1980, Suddenly from Xanadu, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ils ont également interprété When I'm 64 et d'autres classiques lors de concerts. Leur voix se mêlaient si naturellement que Cliff disait souvent qu'Olivia avait une grâce que personne d'autre ne pouvait égaler. Leur dernier duo a eu lieu en octobre 2015, lors du concert du 75 et anniversaire de Cliff au Royal Albert Hall. Ils ont chanté Suddenly une dernière fois. Lorsque Cliff a sorti son album de 2023, Cliff with Strings, My Kinda Life, il a utilisé cet enregistrement en direct pour rendre hommage à Olivia. Puis vint le moment le plus difficile. 3 semaines avant la mort d'Olivia, Cliff l'a appelée. Elle était optimiste, chaleureuse, joyeuse, comme toujours. « Bonjour, Cliff. Comment vas-tu, chérie? » disait-elle. Elle n'avait pas l'air d'une personne sur le point de mourir. Cliff a écrit plus tard, « Je n'ai jamais pensé un seul instant, lors de cet appel, que j'écrirais ceci. Olivia a lutté contre le cancer du sein pendant 30 ans. Elle était une mais elle n'a jamais laissé transparaître sa douleur.
Lorsqu'elle est décédée le 8 août 2022, Cliff était effondré. « Je déteste ce mot », dit-il en parlant de la mort. Au lieu de cela, il a dit qu'elle avait simplement cessé de vivre. C'était sa façon de faire face au silence qu'elle avait laissé derrière elle. Le 14 août 2014, Cliff Richard se détendait chez lui au Portugal lorsqu'il a allumé la télévision. Ce qu'il a vu lui a coupé le souffle. En direct sur l'écran, des hélicoptères tournaient au-dessus de sa maison dans le Berkshire et des policiers fouillaient dans ses affaires personnelles. Sa première pensée fut simple mais glaçante. On dirait des cambrioleurs, mais il ne s'agissait pas d'un vol. Il s'agissait d'une véritable descente de police télévisée dans le monde, entier grâce à un accord secret entre la BBC et la police du Yorkshire du Sud. La BBC avait été prévenue à l'avance. Ils l'ont même appelé en interne le coup de l'argent. Ils voulaient du drame. Ils l'ont eu, et Cliff Richard a été détruit. Il avait 77 ans à l'époque. Il était une icône nationale avec un casier judiciaire vierge et des décennies de service dans le monde de la musique. Il était maintenant à genoux dans la cuisine, en train de sangloter. Les images étaient partout, du Royaume-Uni à l'Australie. Lors de son témoignage devant le tribunal, Cliff a pleuré en lisant la liste des pays qui avaient diffusé des images de sa vie privée en train de se déchirer. Il a ensuite déclaré que le stress lui donnait l'impression qu'il allait avoir une crise cardiaque ou une attaque d'apoplexie. Tout cela est parti d'une allégation. Un homme d'une quarantaine d'années a affirmé qu'en 1985, Cliff l'avait agressé lors d'un rassemblement de Billy Graham au stade de Bramall Lane. Ce rassemblement n'était pas un petit événement. Pendant 5 nuits, 200 000 personnes y ont participé. Cliff était monté sur scène avec Graham, soutenant de la cause chrétienne qu'il avait défendue depuis 1966. Mais l'accusation s'est rapidement effondrée. L'homme a décrit une pièce contenant des équipements sportifs où l'agression présumée s'est produite. Le problème, c'est que cette pièce n'existait même pas en 1985. Quant à l'équipement de sport, il est entreposé dans un autre endroit. Pourtant, la police a passé 22 mois à poursuivre cette affaire. Ils ont ignoré les déclarations de leurs propres agents qui étaient chargés de surveiller Cliff cette nuit-là. Des officiers qui étaient à ses côtés pendant tout ce temps. Et ils n'ont même pas été interrogés. L'enquête a duré près de 2 ans, a coûté 850 $ aux contribuables et n'a donné lieu à aucune inculpation. Rien, pas un seul. Mais le mal était déjà fait. Comme si le raid en direct et les gros titres n'étaient pas suffisants. La BBC a ensuite soumis sa couverture pour le scoop de l'année. En effet, alors que Cliff faisait encore l'objet d'une enquête, la chaîne a inscrit les images du raid à un concours. Cette seule décision a valu à la BBC 20 000 $ de dommages et intérêts supplémentaires par la suite. La Cour a qualifié cette attitude d'arrogante et d'humiliante. En coulisses, le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Cliff a révélé plus tard qu'il avait sombré dans la dépression. Certains jours, il ne pouvait pas dormir. D'autres jours, il ne pouvait même pas lever les bras. Il a développé un zone. Il a perdu du poids. Il est tombé d'épuisement. Il a dit qu'il avait l'impression que sa maison avait été contaminée. Il ne se sentait plus en sécurité chez lui. Même des choses aussi élémentaires que la sortie d'un album ou la promotion de son livre sont devenues impossibles. Tout s'est arrêté. Parce que le monde ne le voyait pas comme un homme, mais comme un gros titre. Puis vint l'un des moments les plus étranges de tous. Juste après la diffusion du raid, un homme a essayé de faire chanter Cliff. Il a exigé de l'argent et menacé de répandre des mensonges s'il n'était pas payé. That man was arrested, but bizarrely, his original sex abuse claim was still taken seriously in the investigation. Nous avons donc affaire à une personne qui a tenté d'extorquer Cliff en utilisant le raid, et qui a été traitée comme une victime crédible. Finalement, Cliff a reçu 400 000 $ de dommages et intérêts de la part de la police du South Yorkshire, qui a admis que ce qu'elle avait fait, en informant la BBC, était illégal. Ils se sont excusés publiquement. Mais les excuses n'effacent pas les traumatismes. Pas plus que les indemnités légales, même lorsqu'elles atteignent des millions de dollars. Et c'est ce qu'ils ont fait. À la fin de l'affaire, la BBC avait dépensé près de 2 millions de dollars en frais de justice.
en plus des dommages et intérêts versés à Cliff. Pourtant, Cliff n'était pas satisfait de la manière dont les procureurs avaient formulé leur décision. Le CPS a déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour engager des poursuites. Mais pour Cliff, ce n'était pas suffisant. Il voulait que cela soit consigné. Il n'y avait aucune preuve, pas la moindre. Ce qui le hantait le plus, c'était l'idée qu'il pouvait encore y avoir quelque chose. Ces nuages de suspicion. Il a déclaré « J'ai l'impression d'avoir été sali, pas par la police, mais par la BBC. » Devant le tribunal, il a de nouveau craqué en décrivant sa peur d'être sali à jamais. Même s'il a été blanchi, même s'il n'a rien fait de mal, il a déclaré aux députés que le fait d'être nommé publiquement avait ruiné sa façon de regarder les gens dans les yeux. Que quoi qu'il arrive, le mal était fait. Les gens s'interrogeront toujours. Il avait toutes les raisons de le penser. Son nom avait fait la une des journaux. Son visage a été montré pendant que la police retirait des preuves qui se sont avérées inutiles. L'œuvre de sa vie a été réduite à un raid, une rumeur et un cirque médiatique. En juillet 2018, il a gagné son procès contre la BBC. Le juge a estimé que Cliff avait une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée et que la BBC l'avait violée d'une manière grave et sensationnaliste. Cette décision a modifié la manière dont les médias britanniques pouvaient désormais rendre compte des enquêtes policières. Mais pour Cliff, il n'a jamais été question de gagner. C'était une question de survie, de dire au monde que ce qui lui était arrivé n'était pas seulement injuste, c'était inhumain. Il n'a jamais récupéré les 2 années de sa vie. Il n'a jamais pu effacer les gros titres, ni les regards, ni le sentiment que son nom, aussi propre soit-il, porterait toujours une ombre.